Bienvenue dans le débat. Quelle sera la réponse d'Israël après l'attaque de grande ampleur de l'Iran? Benjamin Netanyahou a déclaré que Téhéran avait commis une grave erreur et qu'il en paierait les conséquences. Les États-Unis, qui étaient aussi à la manœuvre auprès de l'État hébreu contre les tirs iraniens, ont assuré Israël de leur soutien. Alors, quelle sera l'ampleur de la réplique d'Israël contre Téhéran? Que peut-on attendre de l'Iran qui promet d'autres attaques si Israël répond? Les États-Unis pourraient-ils entrer plus directement en conflit avec Téhéran? Jusqu'où ira l'escalade? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés David Rigoleros. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et également chercheur associé à l'IRIS. Bienvenue. Le général Dominique Trinquant est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Bienvenue aussi. Marc Semo est avec nous ce soir. Bonsoir Marc. Journaliste collaborateur au Monde et à Challenge. Bienvenue. Et nous avons par Skype David Elkaïm. Bonsoir à vous. Vous êtes doctorant au centre Thucydide à l'université Panthéon-Assas, auteur de Histoire des guerres d'Israël de 1948 à nos jours, et c'est aux éditions Talendier. Bienvenue. Bonsoir. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose de faire un point en images avec Valérie Lerouge. Une explosion en plein centre de Beyrouth, ce matin, avant le lever du soleil. Israël poursuit son offensive sur le Liban. Au total, au moins une douzaine de raids aériens ont été menés sur des cibles du Hezbollah, selon l'armée israélienne. Les colonnes de fumée sont encore visibles ce midi. La pluie de missiles envoyés hier soir depuis l'Iran sur Israël en soutien au Liban n'a pas changé la détermination de Benjamin Netanyahou. Il promet même une riposte sévère. L'Iran a commis une grave erreur et en paiera le prix. Le régime iranien ne comprend pas notre détermination à nous défendre et a fait rendre des comptes à nos ennemis. L'attaque iranienne, présentée comme une réponse à l'assassinat des leaders du Hezbollah et du Hamas, a été célébrée hier soir par des centaines d'habitants dans les rues de Téhéran. Mais ce matin, beaucoup en redoutent les conséquences. Si Israël veut mettre en œuvre ses représailles, ça conduira à une escalade de la guerre. Tout le monde s'en inquiète. J'espère que les États-Unis cesseront de soutenir Israël et qu'Israël ne ripostera pas. La guerre aura lieu à 100% et c'est inquiétant. Moi, je pense surtout à la jeunesse qui en subira les conséquences. Le risque d'embrasement régional existe. L'Iran a prévenu qu'il frappera toutes les infrastructures d'Israël s'il est attaqué. Avant de parler de la réplique d'Israël en Iran, un mot, Général Trinquant, d'abord sur le bilan de ce qui s'est passé hier. Donc 200 missiles iraniens, c'est cela dont on parle aujourd'hui. C'est un chiffre que à la fois les Iraniens revendiquent et également les Israéliens aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que le dôme de fer, le bouclier antimissile, donc à plusieurs niveaux en Israël, a bien fonctionné? Est-ce que c'est ça qui a fonctionné d'abord? Alors ça a bien fonctionné, mais ça n'a pas complètement arrêté. La base 28, qui est dans la région du Negev, a été touchée. C'est une certitude maintenant. Alors on n'a pas de bilan, hein, je ne sais pas si on l'aura tout de suite, mais en tout état de cause, l'utilisation nouvelle par l'Iran des missiles hypersoniques Fatah ont permis de passer à travers le fameux dôme de fer. Non pas le dôme de fer, mais parce que le dôme de fer, ça n'est qu'une partie. Hein, la défense, elle est beaucoup plus globale que ça. Mais donc, a permis de passer à travers le dispositif antiaérien israélien. Donc, est-ce que la nature des missiles, justement, on le sait par oui, c'est la nature des missiles qui a changé. C'est la nature des missiles qui a changé. Alors, pas tous, hein, parce qu'ils n'en ont pas développé, mais ils ont utilisé un nouveau missile hypersonique et qui a réussi apparemment. Alors, tous n'ont pas réussi, hein, mais ils ont réussi. Il faut rappeler aussi que les Iraniens ont bien précisé qu'ils avaient tapé d'abord sur de l'infrastructure militaire, donc des bases militaires, donc pas Tel Aviv ou Jérusalem. Donc voilà, mais de toute façon, la défense antiaérienne ne peut pas être hermétique à 100%. Non, mais quand on parle justement d'un dôme de fer qui finalement permet d'abattre en vol des engins d'une portée de 4 à 70 km, est-ce qu'il ne s'agissait pas là de missiles à plus longue portée? Non, mais c'est pour ça que je parle du dispositif global. Oui, parce que le dôme de fer, c'est effectivement pour la courte portée. Mais vous avez un dispositif à moyenne portée et vous avez un dispositif à haute portée, Arrow. Mais en plus,
vous avez les avions qui, quand ils ont été alertés, puisque les Américains ont alerté hier, dans l'après-midi, grâce à leur système satellitaire, ils avaient vu qu'on préparait des missiles pour tirer. Et donc, vous avez forcément des avions qui vont en l'air et qui, eux, peuvent... J'ai eu un témoignage, moi, d'un tir au-dessus de Damas, d'un missile qui a été détruit par l'aviation israélienne au-dessus de Damas, donc assez loin du territoire israélien. Marc Semo, ils ont été surpris tout de même, les Israéliens, parce que ce sont les Américains qui leur ont dit, qui les ont prévenus, que la représaille iranienne avait lieu. Mais donc c'est pas exactement comme en avril ce qui s'est passé. On peut aussi imaginer qu'il y avait peut-être des informations. Quand on a vu l'ampleur du renseignement israélien en Iran, on peut imaginer qu'ils n'ont pas été nécessairement totalement surpris. Ensuite, sur les missiles, c'est vrai que certains sont passés, mais c'est vrai aussi que la caractéristique de ces systèmes multicouches, donc dômes de fer pour les courtes portées, fronde de David, je crois, pour les moyennes portées, et Arrow pour les balistiques et éventuellement les hypersoniques, sélectionnent aussi les missiles en fonction de leur trajet supposé. Et que donc... Aussi, le missile qui est tombé dans la base, près de la base ou dans la base, dans le Negev, est-ce qu'ils l'ont laissé passer parce qu'ils pensaient qu'elle allait dans le désert et qu'ensuite ils ont corrigé la trajectoire pour viser la base? On ne sait pas. Mais en tout cas, ils n'ont pas été pris par surprise, la population était prête. Ensuite, quand on regarde le bilan, l'attaque terroriste à Jaffo, à la Kalachnikov et au couteau, a fait plus de morts. À Jaffa, oui, elle a fait plus de morts, elle a fait 7 morts que c'est de 200 missiles. Qui ont fait un mort. 2 blessés et un mort palestinien malheureux, réfugié de Gaza qui était en Cisjordanie. Voilà. Donc, je pense qu'ils s'y préparaient. Efficace. Ils se doutaient qu'il y aurait quand même quelque chose. Et effectivement, maintenant, c'est la réponse. Parce que... On va y venir. Juste un dernier mot, justement, pour faire encore ce bilan. David Rigoleros, l'Iran a présenté, on a vu dans la presse aujourd'hui, comme une victoire, le fait qu'elle ait envoyé ces 200 missiles vers Israël. C'était vraiment cela pour le régime iranien? De toute façon, ils ont dit qu'ils avaient touché leur cible, c'est pas vrai? Non, mais ça, c'est les éléments de langage. On est dans une stratégie de communication aussi, à destination de sa population et à l'extérieur. J'allais dire, c'est de bonne guerre, entre guillemets. Mais en revanche, ce qui est patent, c'est quand même qu'il y a un curseur qui s'est élevé, parce que c'est pas du tout le même type de missile que la dernière fois. Il y a plus de technologie. Non, mais et puis surtout, la dernière fois, c'était très très calibré quand même, parce que la durée de vol, notamment des drones et des missiles, même des missiles de croisière, est beaucoup plus longue. Là, c'est une douzaine de minutes, donc c'est très rapide. Et effectivement, le missile Fateh avait été présenté en juin dernier, en fait. C'est un des derniers missiles. C'est aussi un message, on va dire un signalement stratégique qui est fait aux Israéliens en disant, là, il y en a 200, il pourrait y en avoir plus. S'il y a plus, il y a le problème de la saturation du système antimissile. Quelques-uns sont passés, plus pourraient passer, et puis surtout, si le ciblage avait été des sites civils, ce qui n'a pas été le cas, là, manifestement. Donc c'est quand même un message qui est significatif. David Elkaïm, est-ce que ça a redoré l'image de Benyamin Netanyahou ? Je pense que c'est difficile de dire que ça a redoré son image, parce que c'est quand même jamais une mauvaise nouvelle, jamais une bonne nouvelle, pardon, de se rendre compte qu'on est quand même vulnérable, même si, comme ça a été souligné, c'est une vulnérabilité relative. Néanmoins, ça le conforte, parce que lui qui a toujours refusé toute forme de dialogue avec l'Iran, pas que l'Iran ait ouvert énormément de portes, mais qui s'est même déclaré opposé au principe de toute négociation, à partir du moment où il y a l'escalade qu'il a lui-même partiellement entretenue et à laquelle répond la partie iranienne, ça fait tout à fait son jeu. Général Trinquant, les Américains étaient à la manœuvre. On a vu que Kamala Harris était avec Joe Biden dans la Situation Room. De quelle manière, concrètement, ont-ils participé hier ? Mais alors là, dans cette phase-là, c'est la défense d'Israël. Et comme les États-Unis l'ont dit, nous défendrons absolument Israël. Donc il y a des moyens considérables qui ont été déployés. Des moyens qui sont prépositionnés dans le Golfe. Il y a des bases américaines dans le Golfe. Et puis il y a 40 000 soldats, j'ai lu. Oui, puis il y a des navires. Il y a un porte-avions, il y a des frégates qui tirent. Ce ne sont pas les seuls. La Jordanie a dit qu'elle avait participé. La France a dit qu'elle avait participé aussi. Elle a une frégate qui est dans la mer Rouge. Et elle a des avions en Jordanie qui étaient déjà intervenus au mois d'avril. Donc, Israël n'est pas seul, mais en plus, compte tenu de
moyens colossaux américains, il y a forcément une coordination qui a commencé, je le répète, par l'identification par les satellites au départ de l'alerte précoce en disant « ça y est, ils sont en train de préparer une attaque ». Les Iraniens. Voilà. Ça ne va pas s'arrêter là. Benyamin Netanyahou l'a dit très clairement. Joe Biden et Benyamin Netanyahou devaient se parler. Ils ne se sont pas parlé depuis un petit moment, me semble-t-il. Alors, Marc Semo, quelle sera l'ampleur des représailles israéliennes? On ne sait pas. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'après le 13 avril, la réponse avait été à la fois peu spectaculaire en apparence, puisque, bon, il y avait eu les 300 drones, missiles un peu poussifs, etc. La réponse avait été une unique frappe, dont on ne sait pas encore très bien comment elle a eu lieu, sur Ispahan. Donc au cœur du dispositif iranien, et notamment au cœur de ce qui est une des régions, un des secteurs où il y a le développement du programme nucléaire. Donc, mais là, c'était un site militaire. Voilà, ça suffisait aux Israéliens pour montrer que le ciel iranien était troué et qu'ils pouvaient frapper quand ils voulaient et faire des gros dégâts. Donc voilà, le message avait été reçu ou non 5 sur 5. À un moment, on avait pu croire que oui. Là, bon, le pouvoir iranien a répondu avec l'attaque d'hier. Donc, quelle va être la réponse? Donc là, ils vont aller plus loin ou pas? Logiquement, ils devraient aller plus loin. Alors, ce qu'il faut voir, parce qu'on ne va pas faire des prévisions sur quelles pourraient être les cibles, on pourrait même imaginer, les Iraniens en tout cas ont peur de ça, ils ont mis depuis la mort de Nasrallah, ils ont mis Ali Khamenei, le guide, à l'abri caché, comme l'imam caché, parce qu'ils pensent qu'il peut être une cible des Israéliens. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a... Oui, tout est possible. Pas tout, ça ne sera là. Il y a beaucoup de cibles possibles. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une unanimité israélienne sur la nécessité de frapper l'Iran et durement. Il y a aussi bien Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre, qui dit que là, on a les justifications, on a les outils, il faut y aller. Mais même Yair Lapid, le centriste, posant, qui est plutôt quand même plus ouvert pour le dialogue, dit voilà, il faut une réponse extrêmement sévère et envoyer un message sans équivoque, aussi bien au Liban, enfin tous les proxys, et à l'Iran lui-même. Donc il y a une espèce autant d'ailleurs que pour l'intervention au nord contre le Hezbollah, il y a une quasi-union nationale sur la nécessité qu'il faut être très dur avec l'Iran et en filigrane, que c'est le moment ou jamais. David Rigoulet-Rose, est-ce qu'il pourrait justement envisager de frapper cette fois les sites nucléaires? On a beaucoup parlé de ce site des infrastructures à Natanz, où l'Iran justement enrichit l'uranium. Ça fait partie de ces sites nucléaires iraniens qui pourraient être une cible pour Israël. C'est très difficile d'abord parce que le programme iranien, et contrairement au programme irakien, il y avait le site d'Ozira qui avait qu'un seul site, le programme syrien des réserves, un seul site. Là, il y en a plusieurs. Donc ce n'est pas seulement celui de Natanz qui mais le problème de Natanz, c'est qu'il est à 80 mètres de profondeur. Et pour aller frapper à 80 mètres de profondeur, les Israéliens n'ont pas les munitions pour ça. Il n'y a que les Américains qui les ont. Donc, de toute façon... Donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils arrivent à convaincre les Américains de les aider à le faire. Oui, mais c'est les GBU 57. Il n'y a que les Américains qui ont ces bombes-là, qui peuvent aller aussi profondément. Et encore, elles n'ont pas été expérimentées au point de savoir si ce serait opérationnel vraiment dans le cas iranien. Et donc, sur d'autres sites potentiels nucléaires ? Sur d'autres sites, oui, mais ça n'aurait pas d'intérêt si l'objectif était d'annihiler le programme. Parce que de toute façon, il y a un truc qui ne peut pas... Enfin, un truc, je mets des guillemets, qui ne peut pas être supprimé, c'est les acquis du programme nucléaire, le savoir-faire. On ne reviendra pas en arrière. Oui, donc, mais il pourrait retarder la mise en place en bombardant un des sites. De quelques mois. Ils l'ont déjà fait. Là, le problème, c'est la ligne rouge. C'est éventuellement la prise de décision du passage du Rubicon. Et là, évidemment, on rentre en zone inconnue. C'est-à-dire le moment où ils auront effectivement la bombe, parce qu'ils sont pas loin. C'est le moment où ils décideraient éventuellement... Là, ils peuvent la fabriquer. Ils peuvent la fabriquer, ils ne sont pas loin, mais ils ne l'ont pas encore. Ils n'ont pas décidé de la fabriquer. C'est le problème de la décision qui est un choix politique. Pour des tas de raisons, pour l'instant, ils ont différé cette décision. Mais avec ce qui se passe, ils pourraient, en termes de dissuasion, être amenés à revoir leur position. David Elkaïm, vous êtes d'accord? Parce qu'on sait que c'est quand même un débat en Israël d'aller frapper un des sites nucléaires, en l'occurrence celui de Natanz, mais là David Rigoulet-Rose dit qu'il est beaucoup trop en profondeur. Est-ce qu'il y aura d'autres sites nucléaires qui pourraient être une cible pour Israël? On avait l'impression qu'au mois d'avril, justement, ils ont touché, comme l'a bien mentionné David Rigoulet-Rose, à un site justement militaire classique, en disant, comme une sorte de menace, en disant la prochaine fois, ça sera un site nucléaire.
Alors, il y a effectivement plusieurs sites qui pourraient être visés. Et ce qui est certain également, c'est que, comme ça a été rappelé, l'ancien Premier ministre Naftali Bennett, il a été au-delà de cette simple déclaration en disant on pourrait le faire. Il a dit même il faut le faire, c'est même une opportunité. Ce qui donne un petit peu une idée du débat en Israël. Néanmoins, là aussi, ça a été rappelé, c'est extrêmement difficile, voire impossible, d'arrêter complètement le programme nucléaire d'un pays de 80 millions d'habitants qui a consacré une part non négligeable de ses ressources humaines et financières et scientifiques depuis une vingtaine d'années à un programme. C'est impossible. Ce qui est possible, c'est de le retarder. Retarder. Et pas seulement de plusieurs mois, peut-être de plus longtemps. Peut-être, mais là aussi, ça a été rappelé. À partir du moment où c'est une décision politique d'enclencher un programme nucléaire militaire de façon irréversible, la meilleure façon d'engager l'Iran dans ce chemin, ce qu'elle n'a pas encore fait, c'est précisément de frapper des sites, à mon sens. Dominique Trinquant, Général Trinquant, donc il y a tout de même ce débat. Est-ce qu'il pourrait effectivement frapper des sites nucléaires en Iran? Oui, mais alors il y a d'autres éléments. Pour retarder en fait la mise en place de la bombe. Après l'attaque du mois d'avril, l'Iran a renforcé considérablement ses moyens de défense. En fait, les Russes leur ont fourni des moyens de brouillage, des moyens antiaériens, donc a renforcé son dispositif après l'affaire d'Ispahan, qui est un scandale pour les Iraniens. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans l'attaque, vous aurez noté que le président Biden a dit que les Américains se coordonneront avec les Iraniens. Et ça, c'est un point extrêmement intéressant. Avec les Israéliens. Avec les Israéliens, pardon. C'est un point sur deux points, c'est très intéressant. D'abord sur les moyens, parce que comme vous le disiez, ils ne disposent pas de tous les moyens, donc les Américains peuvent leur fournir des moyens, mais surtout, pour coordonner, ils rentrent dans la planification. Et donc, ils sont capables, d'une certaine façon, de tenir la main des Israéliens en leur disant, écoutez, nous, on veut bien vous aider, mais pas là, pas là. Troisième point. Et donc, eux ne sont pas favorables à une frappe sur les sites nucléaires. Oui, ils l'ont déclaré. C'est ce que Joe Biden a déclaré. Et moi, je pense que, si vous voulez, compte tenu de la difficulté d'aller frapper sur les sites nucléaires, il y a d'autres cibles bien plus intéressantes. Ce sont les passes d'Aran. Parce que les passes d'Aran, ce sont probablement ceux qui sont à l'origine des décisions dures du gouvernement iranien. Les gardiens de la révolution. Oui, les gardiens de la révolution, en particulier parce que chacune des frappes, que ce soit au Liban, en Syrie, en Irak, contre des proxys, entre guillemets, a tué des responsables des passes d'Aran, qui étaient toujours présents. Et donc, les gardiens de la révolution ne peuvent pas se permettre de dire « on s'en lave les mains, ça ne nous intéresse pas », non seulement parce que ce sont des leurs, mais en plus parce que, par exemple, le Hezbollah, c'est quand même leur perle. C'était ce qui leur permettait d'attaquer directement. Et donc, frapper les passes d'Aran, qui tiennent la colonne vertébrale du régime, au moment où le régime a des problèmes en interne, ça permet d'avoir une conjonction d'un déséquilibre intérieur et d'une attaque extérieure. Et je crois qu'il y a plus de chances de réussite sur ce plan-là qu'avec le programme nucléaire. Je vous fais réagir tout de suite. On va juste écouter Joe Biden, justement, à ce sujet. Sous ma direction, l'armée américaine a activement soutenu la défense d'Israël. Et nous sommes encore en train d'en évaluer l'impact. Mais d'après ce que nous savons aujourd'hui, l'attaque semble avoir été vaincue et a été inefficace. Cela témoigne de la capacité militaire israélienne et de l'armée américaine. C'est aussi un témoignage de la planification intensive entre les États-Unis et Israël pour anticiper et se défendre contre l'attaque effrontée à laquelle nous nous attendions. On ne s'y trompe pas. Les États-Unis soutiennent pleinement Israël. Comment aimeriez-vous qu'Israël réponde à l'Iran ? C'est une discussion active en ce moment. Nous devons obtenir toutes les données exactes. Nous sommes en contact permanent avec le gouvernement israélien et nos homologues, et cela reste à voir. Voilà, donc coordination. Il a appelé aussi le G7, Joe Biden. Il doit s'entretenir avec Benjamin Netanyahou et ils disent clairement qu'ils ne veulent pas d'une frappe sur un site nucléaire. Voilà. Oui, mais on en est parce que justement, ça ne réglerait rien. Ça retarderait de quelques mois. La question, Donc vous pensez que les passes d'Aran, ça serait... Mais justement, sur le nucléaire, les Iraniens ont les 120 kilos d'uranium enrichi, je crois 60%. C'est très rapide à partir de là de passer au plus de 90% à l'usage militaire. Mais voilà, mais c'est une décision politique que les Iraniens n'ont toujours pas prise et c'est d'une certaine façon leur dernière arme de dissuasion. Si vous nous poussez aux extrêmes, nous le ferons. Et
de fait, oui, ils ont les moyens de le faire. Ensuite, de là à avoir des engins nucléaires utilisables, il faut plus de temps. Mais voilà, ils peuvent le faire. En revanche, les passes d'Aran, ça cogne sur à la fois les responsables des principaux crimes commis par l'Iran en interne, mais aussi dans toute la région. Et surtout, c'est le pilier d'un régime qui est déjà fissuré. C'est-à-dire, tout montre que ce régime aujourd'hui se craquelle de partout. Rappelez-vous, quand Ephraim Raïssi, le président ultra-conservateur, a eu son accident, par ailleurs bizarre, d'hélicoptère, il y avait eu des quartiers entiers de Téhéran qui avaient fêté l'événement. Ce qui est quand même inimaginable. La qualité et la quantité du renseignement dont disposent les Israéliens montrent qu'il y a une quantité énorme de gens au sein même du système, et même au plus haut niveau du système. On l'a vu avec l'assassinat d'Ismaël Haniyeh dans une résidence officielle, qui sont prêts à coopérer avec les Israéliens. Donc, si vous tapez les passes d'Aran, vous avez aussi, outre affaiblir le régime, outre humilier encore un peu plus le régime, vous avez aussi le soutien de toute cette opinion qui, même si maintenant elle a peur de descendre dans la rue parce que la répression est sauvage et elle va l'être de plus en plus, ils n'ont qu'une seule envie, c'est d'en finir avec la République islamique. Et je terminerai là-dessus. C'est que la raison pour laquelle Ali Khamenei, le guide, qui est le seul vrai pouvoir, a laissé ce président potiche comme vitrine être élu et non pas Jalili, l'ultra-conservateur, c'est parce qu'il a compris qu'il faut jeter du lest, parce qu'il a compris que c'est la République islamique aujourd'hui qui est en jeu, voire l'Iran lui-même. Donc vous serez d'accord également, David Rigouleros, ça serait plutôt une frappe donc, contre les gardiens de la Révolution, peut-être contre Ali Khamenei aussi. Il peut y avoir des velléités de frapper les sites nucléaires, mais comme l'a rappelé... Les Américains donneraient leur feu vert là-dessus? Non, justement pas. Non, pas sur les sites nucléaires, mais sur les passes d'Aran. C'est pour ça qu'ils veulent garder, avec les aimants de langage, un peu la bride, voilà, parce qu'ils savent qu'en dernier ressort, si vraiment l'existence de l'État d'Israël était menacée, ils seraient obligés d'intervenir. Donc, ils veulent éviter, c'est une logique escalatoire sur le registre, justement, des sites. En revanche, pour le reste, effectivement, il y a ça. Et puis sinon, évidemment, mais ça peut être considéré comme quelque chose d'encore plus élevé, c'est les infrastructures critiques. Lesquelles, par exemple les centrales électriques. Il y a déjà des précédents en matière de perturbations dans les ports. Ça serait suffisant pour Benyamin Netanyahou si c'est à très grande échelle, ça peut paralyser un pays. Et c'est moins populaire que de taper les passes d'Aran. C'est moins populaire, ça sera moins populaire, c'est exact. Je pense que politiquement, c'est plus intelligent de détruire autant que faire se peut toute l'infrastructure qui est à la fois la colonne portante du régime et la principale machine de répression. On va écouter le chef d'état-major israélien. Oui, c'est sûr. Nous allons répondre. Nous savons comment localiser les cibles importantes et nous savons comment frapper avec précision et puissance. Je suis arrivé à la base aérienne de Tel Nof avant le début des vacances. La base est pleinement opérationnelle. Elle n'a pas cessé de fonctionner un seul instant et elle continue de mener des attaques partout où cela est nécessaire. Nous avons la capacité d'atteindre et de frapper n'importe quel point au Moyen-Orient. Tous nos ennemis qui ne l'ont pas encore compris le comprendront bientôt. David El-Kaïm, sur ces cibles, justement, potentielles d'Israël en Iran. Je rejoins ce qui a été dit notamment par David Rigouleros, c'est-à-dire qu'au-delà des installations nucléaires, il y a énormément de sites critiques qui peuvent être visés. Ça peut être les installations pétrolières, ça peut être même le système de défense aérien qui a été mentionné plus tôt. Un point que je voudrais souligner, c'est que effectivement, les Américains, il est très peu probable qu'ils apportent leur assistance à Israël pour des frappes d'ampleur sur le programme nucléaire, parce que évidemment ça déclencherait une réaction en chaîne complètement incontrôlable, et qu'à quelques semaines maintenant de l'élection, il n'y a aucun scénario où c'est bénéfique à l'administration Biden. Donc voilà, la probabilité, alors c'est toujours difficile de faire des prédictions, mais la probabilité est quand même que les Américains s'efforceront de contenir la réponse israélienne qui sera quand même massive, hein, mais quand même, espérons pas dans des proportions trop importantes quand même. Et pourquoi vous dites pas dans des proportions trop importantes? Parce que vous craignez qu'il y ait une escalade derrière? Là, encore une fois, c'est difficile de faire des plans sur la comète, mais il n'est pas interdit de penser que si jamais vraiment les infrastructures nucléaires iraniennes sont visées directement, voilà, quelle peut être la réponse de l'Iran? Ça peut être de déclencher une pluie de missiles du territoire iranien, mais aussi
s'il en reste par le Hezbollah. Et là, on retombe dans la problématique de la saturation des systèmes de défense israéliens qui a été mentionnée plus tôt, voire l'Iran peut commencer à envisager de vraiment prendre la décision de sortir du TNP et de s'engager sur un programme nucléaire militaire, ce que pour l'instant elle n'a pas fait. Alors, on n'en est pas là du tout, mais le problème avec l'escalade, c'est que c'est difficile de bien être certain de savoir où elle va s'arrêter, en fait. Général Trinquant, mais à l'inverse, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'à un mois de l'élection américaine, et comme il y a eu une agression très claire hier de l'Iran contre Israël, est-ce qu'effectivement les Américains, quelque part, peuvent suivre plus facilement Benyamin Netanyahou s'il dit « je vais frapper un site nucléaire » parce qu'ils peuvent, là, ils voient qu'il y a une agression d'Israël, donc plus difficile de dire non. Non, je pense qu'ils ne peuvent pas empêcher Israël de répliquer. En revanche, ils peuvent calibrer le type d'attaque. Et Israël a besoin des Américains en images satellites, en ravitailleurs, par exemple, parce que c'est loin l'Iran quand même. Donc, ils ont besoin de cette aide-là. Et je pense qu'ils peuvent raisonner. Et pour cela, avoir l'aide de l'armée israélienne, qui travaille très bien avec l'armée américaine, et de dire frappe massive sur le dispositif radar, sur les lanceurs de missiles, sur les sites de lancement de missiles, en pouvant à ce moment-là parler d'une frappe préventive avant une réaction iranienne. Donc ça, oui, et ça touchera les passes d'Aran, parce que par exemple, le Fatah, on sait que sont les passes d'Aran qui le mettent en œuvre. Donc vous voyez, ce type de frappe ne recevra pas le tollé mondial que recevrait le fait de frapper des installations nucléaires, même s'il n'y aura pas de danger nucléaire. C'est pas grave. Dès que vous parlez nucléaire dans le monde, tout le monde panique. Donc c'est pas la peine de paniquer les gens. En revanche, réduire à néant les capacités de frappe de l'Iran, ça peut être un objectif. Marc Semouy, on a l'impression que les États-Unis rétropédalaient sans arrêt. On parlait de ces réunions à l'ONU, à New York, justement, pour dire aux Israéliens, attention, n'y allez pas trop fort. Et là, ils sont vraiment à la manœuvre, si je comprends bien, dans ces représailles du côté israélien. Mais la position des Américains est beaucoup plus cohérente qu'on ne le pense ici, à la différence d'ailleurs de celle des autorités françaises. C'est-à-dire, ils ont toujours compris que le Hamas et le Hezbollah surtout est un véritable danger. Joe Biden a dit clairement que c'est une œuvre de justice d'avoir éliminé celui qui est responsable de la mort de soldats américains, de soldats français, etc., etc. Que ce soutien donc à Israël pour se défendre, à Israël pour éliminer la menace, à Israël pour éviter que l'on refasse à nouveau 7 octobre, se double du fait en même temps de dire qu'il faut trouver une solution politique à cette victoire stratégique potentielle. Donc là-dessus, c'est extrêmement cohérent. À la différence d'une position française dont on ne voit pas très bien, à chaque fois, elle passe toujours un peu d'un extrême à l'autre. Même si la France a aidé, donc, on le disait, Israël. Voilà, la France, légitimement d'ailleurs, comme elle l'avait fait le 13 avril, a aidé à battre les missiles. Donc, il n'y a pas un rétro-pédalage des États-Unis, il y a la continuité d'une stratégie qui est assez fine. La seule chose qu'on peut reprocher à Biden, c'est de ne pas faire plus pression, parce que c'est parfaitement cohérent dans cette stratégie pour la solution politique. Mais alors justement, David Rigoulet-Rose, les Iraniens ont tout de suite dit, de toute façon, si réplique israélienne il y a et américaine, nous répliquerons ensuite. Donc en fait, que peuvent faire concrètement les Iraniens si ces frappes vont avoir lieu, puisqu'on sait qu'elles vont avoir lieu. Derrière, que va-t-il se passer du côté iranien ? Oui, c'est le problème. D'ailleurs, par rapport à ce que vous dites, il y a une déclaration intéressante du chef d'état-major de l'armée, c'est Mohamed Bagheri, qui avait dit qu'il y avait un changement d'équation lors du 13 avril, et qui a dit là, si le régime, je cite, sioniste, n'est pas contrôlé par ses soutiens américains et européens, il y a le risque d'une ampleur bien plus importante dans la réplique justement iranienne. Alors, donc ça voudrait dire quoi ? D'abord, ils peuvent effectivement mobiliser, mais ça sera marginal en termes de réponse stratégique, l'axe de la Mukawama, tous ces groupes, etc. Donc, de manière simultanée, mais c'est pas ça qui sera décisif. La question, non, la vraie ligne rouge, ce serait que s'ils lançaient des missiles sur des cibles civiles. Ça, ce serait une ligne rouge, effectivement, pour Israël. Et on rentre en terrain connu. Mais c'est possible, ça, vous pensez ? Mais semble
pouvoir devenir possible, c'est le problème. Mais le problème de ce genre de situation, et on l'avait vu cet été avec le missile qui était tombé sur l'école druze sur le Golan, c'est qu'on ne contrôle pas totalement. Il peut y avoir un missile qui fait fausse route, un missile qui n'est pas intercepté et qui là fait un carnage, et brusquement, la nature du conflit change. Et ça s'était passé cet été. Les 15 mômes qui ont été tués, je ne me souviens plus où. C'est un dérapage contrôlé. Voilà. Alors, dérapage contrôlé. Là, on utilise beaucoup ce terme de contrôler, ça a été à chaque fois un cran de plus dans l'escalade. Et là, effectivement, il aurait suffi qu'un de ces missiles tombe sur une école, même à cause d'une erreur. Imaginez-vous ce que serait la situation aujourd'hui. David El-Kaïm, les Iraniens, quand ils disent qu'ils vont effectivement agir après la réponse israélienne, ils vont le faire. Ça je ne m'aventurerai pas, mais on n'a pas l'impression qu'il y a un des deux acteurs qui a une volonté de mettre fin à cette escalade, justement. Mais une chose que je voulais souligner, c'est que du point de vue américain, j'allais dire, l'objectif final, ce n'est pas une guerre généralisée au Proche-Orient, évidemment. Qu'est-ce que c'est idéalement? C'est un apaisement des tensions, l'engagement de négociations multilatérales au niveau régional avec, au bout du chemin, une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite pour, derrière, que les Américains puissent enfin, si j'ose dire, engager sérieusement leur pivot vers l'Asie. Donc, dans la vision de l'administration démocrate, au moins, l'objectif, c'est quand même ça, c'est de limiter les tensions. D'autant qu'un des facteurs qui explique... À limiter les tensions. Ah oui, non, il faut encore qu'ils y parviennent. Mais j'allais dire, un des piliers, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'un des piliers de l'alliance américaine avec les États-Unis, c'est qu'à l'intérieur de l'establishment américain, il y a énormément de gens qui considèrent que, en fait, Israël est un atout stratégique au Proche-Orient. Et ça n'est un atout au Proche-Orient que si ça leur permet d'atteindre leur but stratégique. C'est logique. Or, le stratégique, c'est une normalisation pour pouvoir opérer le pivot. Donc, voilà, si Israël prenait des initiatives qui iraient trop loin, ça remettrait en cause, au moins partiellement, ce pilier de l'Alliance. Ça, Israël sait qu'il ne peut pas se le permettre. Général Trinquant. Oui, vous posiez la question. Sur l'Iran, est-ce qu'ils ont les moyens de répondre après, lorsqu'il y aura donc ces fameuses frappes israéliennes soutenues par l'Amérique? C'est là que vient mon point. Le but, c'est de détruire la capacité iranienne de frapper. Et donc de frapper la défense aérienne, bien sûr, iranienne, c'est impréalable pour arriver à frapper à l'intérieur, puis de frapper les moyens iraniens. C'est pour ça que quand le président Biden dit qu'on est en train d'analyser, qu'est-ce qu'ils sont en train d'analyser? Les départs du coup, les capacités, etc., et d'avoir le plan de frappe prêt. Et c'est là où je parlais de frappe préventive, de lancer une frappe préventive qui empêche les Iraniens de pouvoir lancer une nouvelle frappe massive. Et puis, il y a un élément qu'il ne faut pas oublier. Donc ça, c'est possible. C'est possible. Alors, dans quelle mesure, à 50, 70, 80%, j'en sais rien, mais c'est possible. Et un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Iraniens sont les alliés de Moscou. Et les États-Unis, également, font face à Moscou en Ukraine. Et c'est l'Iran qui fournit des moyens à la Russie, alors pas tous les moyens, mais qui fournit des moyens de missiles, et des moyens de drones pour frapper l'Ukraine. Donc si vous mettez genou en terre à l'Iran, d'une certaine façon, vous affaiblissez aussi Moscou. Et donc ça, c'est dans l'intérêt américain. On n'a pas beaucoup entendu les Russes après ce qui s'est passé hier. Bon, ils ne sont pas beaucoup exprimés. Les Chinois non plus. Poutine n'a jamais trop aimé les losers. Il faut en tout cas acte de prudence. Non, mais oui, effectivement, les Russes sont dans le collimateur, parce qu'en plus, la coopération russe, bon, ils achètent effectivement des missiles, etc., mais eux travaillent avec les Iraniens au niveau de la balistique et sur le nucléaire. Donc, il faut bien voir que dans cette histoire, il y a quand même vraiment un axe qui est... Alors, c'est pas un axe structuré, ça, mais qui, malgré tout, se structure de plus en plus entre Moscou et Téhéran, ce qui rend d'autant plus important l'enjeu de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Israël par rapport à l'Iran et par rapport au fait que l'Iran est considéré comme le danger principal, mais y compris, et je voudrais quand même revenir là-dessus, par l'ensemble quasiment des pays arabes sunnites de la région. C'est-à-dire la mort de Nasrallah
la destruction du Hezbollah réjouit les Saoudiens, réjouit les Émiratis, réjouit les Égyptiens, etc., etc., qui voient une occasion unique d'arrêter l'Iran dans ses projets de déstabilisation. Alors sur les États-Unis, justement, il y a un impact sur la campagne. Hein, c'est entrer un petit peu dans la campagne, ce sujet, bien sûr, des attaques de l'Iran en Israël. On va écouter ce qu'en a dit Donald Trump. Ça ne serait jamais arrivé. Nous avons signé les accords d'Abraham et je pense que tout le monde, y compris l'Iran, en aurait fait partie si j'avais été président. Ça aurait été bien pour tout le monde et il y aurait eu la paix au Moyen-Orient. David Rigoulet-Rose, bon là, quand on entend ça... c'est du Trump. C'est juste complètement faux. Enfin, non, mais c'est-à-dire que c'est tellement... les accords d'Abraham n'allaient pas inclure les Iraniens. Alors, pour le coup, les accords d'Abraham, c'est vrai qu'il les a initiés avec son gendre Jared Kushner. Il est sorti de l'accord justement sur le nucléaire iranien. C'est ça. Donc, mais c'est toujours très contradictoire ces déclarations. Il y a même une déclaration il y a quelque temps où il évoquait le fait qu'il passerait un deal avec Téhéran. Pour régler rapidement la question nucléaire. Alors qu'il a tout fait pour justement pas passer. Oui, c'est ça, c'est tout et son contraire. C'est le problème avec Donald Trump, et donc il faut prendre ça avec beaucoup de circonspection, évidemment. Et ça veut dire quoi, alors qu'on a l'impression, je vous pose la question aussi à vous, David El-Kaïm, alors qu'on a l'impression que Benyamin Netanyahou n'attend qu'une seule chose, c'est que Trump soit élu, parce qu'il voudrait Trump et pas Kamala Harris. Qu'est-ce que ça donnerait lorsqu'on entend ce type de déclaration ? Alors, ce qui est très clair, c'est que Netanyahou, le Premier ministre israélien a fait son choix depuis assez longtemps. C'est assez clair. Il y a une inimitié assez marquée entre, j'allais dire, maintenant une bonne partie des démocrates et le gouvernement Netanyahou. Mais ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où Trump dit qu'il ferait un deal avec l'Iran, ça peut être tout et son contraire. C'est-à-dire qu'à un moment, il a même dit qu'il était prêt à rencontrer le président iranien en marge d'une assemblée générale de l'ONU il y a quelques années, si je ne me trompe pas. Et c'est aussi ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs avec le président nord-coréen, donc qu'il a rencontré à 2 reprises. On a fait une opération médiatique qui n'a pas débouché sur grand-chose, mais il est aussi capable, pas d'un revirement d'alliance évidemment par rapport à Israël, mais d'un geste complètement imprévisible qui pourrait de la même façon mettre Netanyahou complètement en porte-à-faux par rapport à sa ligne. Et en ce qui concerne les accords d'Abraham, ce qui est intéressant, c'est qu'il le vend, il le présente comme une grande réussite, alors qu'en fait, déjà, ça a fait l'objet d'un marchandage, c'est-à-dire que les États-Unis en fait, ont reconnu la marocanité du Sahara occidental et de l'autre côté vendu des F-35 aux Émirats, et c'est en échange de ça, donc vraiment des négociations comme Trump a pu le faire quand il était encore dans l'immobilier, c'est des négociations un petit peu comme ça qui ont fait qu'ils ont reconnu, qu'ils ont accepté de signer les accords d'Abraham, alors que ces 2 pays n'avaient jamais été en guerre avec Israël. Donc faire la paix avec des pays avec qui vous n'avez jamais été en guerre, c'est quand même plus simple. Pour ce qui est de l'Iran, c'est bien évidemment autre chose. Et évidemment, le gros problème avec les accords d'Abraham, pas question de ne pas se féliciter d'un accord de paix entre 2 pays, c'est toujours une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que le 7 octobre a montré? C'est que précisément, la question palestinienne n'est pas soluble dans l'accord d'Abraham. C'est parce que, en tout cas c'est ce qu'on comprend, c'est parce que ils anticipaient, les Palestiniens ou le Hamas anticipaient une normalisation avec l'Arabie Saoudite sans aucune avancée sur la question palestinienne, que le 7 octobre a probablement été déclenché. Général Trinquant. Et simplement sur les accords d'Abraham, il faut rappeler que le pays qui était souhaité... Qui concerne l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Maroc. Non, l'Arabie Saoudite n'y est pas. L'Arabie Saoudite n'est pas dans les accords d'Abraham, et justement, le but, c'était de faire entrer l'Arabie Saoudite. Elle était le parrain occulte. Voilà. Et je peux vous garantir que l'Arabie Saoudite faisant partie des accords d'Abraham, l'Iran n'y serait jamais. C'est l'ennemi. L'Arabie Saoudite est l'ennemi de l'Iran. Ça, c'est le premier point. En revanche, je voudrais revenir sur un point. Pardonnez-moi, je fais un grand bond en arrière dans l'histoire. Tout le monde se souviendra de 2002-2003, l'axe du mal. L'axe du mal, c'était Irak, Iran, Corée du Nord. On sait l'erreur qu'ont fait les Américains en attaquant l'Irak, où il n'y avait pas d'armement de destruction massif. En fait, maintenant, la Corée du Nord, c'est trop tard, ils l'ont, mais l'Iran ne l'a toujours pas. Et l'axe du mal, il a un peu changé. Il y a Moscou, Téhéran et la Corée du Nord. C'est ça maintenant qu'il faut voir. Et donc il y a aujourd'hui une possibilité de réduire la capacité de nuire de cet axe du mal, en particulier en neutralisant le gouvernement des Mollahs
par les actions. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est quand même dans un conflit direct entre les États-Unis et l'Iran, en un mot? Mais il y a un moment où, direct ou indirect, il faut prendre le diable par la queue. Hein. Oui, je suis d'accord. Et simplement, je rappellerai que les négociations sur le nucléaire iranien ont commencé après l'invasion de l'Irak, quand les Iraniens ont vu ce dont étaient capables les Américains. Ils ont eu très peur. Et là, pour la première fois, après des années, a commencé ces discussions qui ont abouti au traité sur le nucléaire iranien. Merci beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette réplique israélienne soutenue par les Américains en Iran après donc cette attaque iranienne hier, ces 200 missiles qui donc ils ont lancé sur Israël. Merci David Rigoulet-Rose d'avoir été avec nous, Dominique Trinquant. Merci. Merci Général, merci Marc Semo, David Elkaïm. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast. À demain.